Oui, bonjour. Moi, je suis ancienne aidante. Mon mari est décédé en 2022. J'ai fait partie des répondants au questionnaire. L'errance a été très longue pour nous et la multiplicité des symptômes est reconnue par tout le monde. Et là, je voudrais apporter ma pierre à l'édifice parce que le formulaire de recueil de symptômes que tout le monde a dans son dossier, que vous avez élaboré, est absolument une mine. Personnellement, je remplissais ce recueil de symptômes, je le fournissais à la neurologue à peu près 15 jours avant d'aller à la visite suivante, ce qui permettait à la neurologue justement de se rendre compte de symptômes que mon mari n'évoquait jamais en visite. Et de cette façon-là, il y avait une espèce d'échange régulier avec la neurologue, puisque moi aussi, le diagnostic a été fait par un neurologue, mais c'est une mine qu'il faut absolument exploiter et utiliser. Voilà. Et merci à l'association et merci à Claire Paquier qui l'ont élaboré. Je pense que c'est pas pour rien que ça a été décrit en Angleterre, puisqu'en Angleterre, ce sont surtout les psychiatres qui s'occupent des troubles cognitifs. Et je pense qu'aussi en France, effectivement, moi j'ai été neurologue en ville. Neurologue en ville, les consultations vont très vite. Un patient qui a un syndrome extrapyramidal, c'est avant tout une maladie de Parkinson et on va essayer de le traiter pour savoir s'il répond. Donc c'est un diagnostic qui prend du temps. Et le biais de la spécialité qui s'occupe de ces maladies-là intervient pour beaucoup dans le taux diagnostic. Donc le fait qu'il y ait une décorrélation entre nous, ce qu'on ressent en tant que clinicien et ce qui est décrit dans les études, et ce que vous ressentez au quotidien, est probablement dû au biais de la spécialité qui s'occupe des patients et du type de questions qu'on pose, quoi. Ouais, je pense qu'une des solutions, c'est qu'on ait une surspécialité, c'est-à-dire ce qu'on appelle une FST dans notre jargon, qui réunisse psychiatres, gériatres et neurologues sur les aspects cognitifs et comportementaux pour améliorer ces aspects-là. Je crois que c'est indispensable. D'autres questions dans la salle ? Oui, il y a plein de questions. Vincent ? Qui a levé la main ? Bonjour à tous. Moi, j'ai une autre question un petit peu différente au niveau des spécialistes. Je voulais savoir si les spécialistes en rhumatologie sont pas concernés, je trouve pas le mot, parce qu'il y a certaines maladies au niveau rhumato, je pense à la fibromyalgie qui regroupe beaucoup de troubles cognitifs, des troubles peut-être également visuels, des troubles de fatigue, des douleurs. Alors ce qui n'est pas rempli dans les critères, c'est les troubles moteurs. Est-ce qu'il peut y avoir des errances diagnostiques là-dessus et des erreurs de diagnostic? Et pourquoi est-ce que les rhumatologues ne font pas parfois partie du diagnostic? Alors moi, sur les rhumatologues, je suis pas très inquiète parce qu'ils ont quand même l'habitude de voir des syndromes extrapyramidaux et de nous les adresser, et en tout cas aux neurologues. Et je pense qu'ils ont aussi l'habitude de voir des personnes âgées par l'arthrose, l'ostéoporose et de collaborer avec les gériatres. Et puis on a quand même un pan absolument commun avec les rhumatologues sur toute la neurologie périphérique. Donc moi, de mon expérience, alors il y a un biais évidemment, j'ai le biais de mes collaborateurs rhumatologues, mais je ne serais pas très inquiète sur les rhumatologues qui envoient assez facilement aux neurologues. Merci. Il y avait d'autres questions Et en bas aussi. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis une aidante depuis 3 ans. Moi, j'ai une formation d'animatrice en gérontologie. J'ai travaillé en EHPAD, public et privé. Je suis à la retraite depuis le 30 septembre. Et j'ai eu, pendant ma formation, des cours sur la maladie d'Alzheimer. Jamais je n'ai entendu parler de la maladie à Cordes-Lévy, même à l'EHPAD.
Jamais, jamais. Et quand mon époux a été diagnostiqué, j'en ai discuté avec les équipes soignantes, les médecins. Personne ne connaissait cette maladie. Et moi, ça m'a choquée parce que, en voyant des résidents dans les EHPAD et en connaissant les symptômes, je me disais, cette personne, elle n'a pas vraiment Alzheimer, c'est plutôt la maladie à corps de Lévy. Et moi, quand mon époux a été diagnostiqué, je me suis retrouvée face à 5 personnes. Moi, je travaille dans le secteur, donc j'ai compris, mais on m'a laissée seule. Et jamais on m'a parlé de l'association. C'est moi qui suis allée sur Internet. Donc je ne sais pas comment l'association peut faire pour avoir plus de documentation dans les EHPAD, dans les services de neurologie. C'est ça ma question. Comment on peut vous aider? Parce que moi je trouve que c'est vraiment le parcours du combattant. Mais merci à l'association en tout cas pour tout ce qu'elle fait. Alors c'est le parcours du combattant des deux côtés, puisque l'association se bat pour former les EHPAD, envoyer des informations dans les EHPAD, diffuser l'information. Donc par rapport à 2019, clairement le paysage a considérablement changé et il y a de plus en plus à la fois d'EHPAD, de neurologues de ville, de gériatres qui ont l'information. Alors je ne vais pas parler à la place de l'association, moi je vois ce qu'ils font puisqu'il y a une partie des envois qui se font de mon service, donc je vois bien la quantité de documentation qui est envoyée. Mais le territoire étant tellement vaste, les EHPAD étant tellement nombreuses, ça mettra du temps à infiltrer. Alors, on va prendre encore peut-être 2 questions, si ça... et après, on avance un petit peu pour ne pas prendre trop de retard. Oui. Allez-y. Bonjour, je suis neurologue et merci d'avoir présenté cette étude très intéressante. J'étais déjà intimement convaincue de l'intérêt qu'on peut avoir à collaborer de manière étroite avec les psychiatres, malgré les difficultés que ça peut poser en pratique. J'avais une question de savoir s'il était prévu que vous penchiez un peu plus sur les différents facteurs qui peuvent contribuer au retard diagnostique ou au délai diagnostique. Parce que quand je vois les résultats de votre étude, la première réflexion que je me fais, c'est mince, mais en fait, c'est vraiment pas facile de diagnostiquer cette maladie, puisque j'ai l'occasion de le faire régulièrement. Et notamment dans le champ de la maladie mentale, au niveau sociétal, il persiste énormément de tabous. Et c'est des sujets que, personnellement, j'aborde pas toujours à la première consultation, parce que quand on demande à quelqu'un de manière trop directe est-ce qu'il a des hallucinations, il y en a qui peuvent se fâcher, en fait. Donc même si c'est une question qui est importante à poser, il peut arriver que je la pose qu'à la 2e consultation, par égard pour la sensibilité des patients et de leurs proches. Sauf que la 2e consultation en spécialité, parfois c'est 6 mois après. Voilà. Alors concernant les questions bizarres et qui peuvent être choquantes qu'on pose, moi je leur dis je vais vous poser des questions bizarres et choquantes. Parce que sinon on perd trop de temps et en fait vraiment faire tout le panel des symptômes en une consultation, c'est très très long. Donc voilà, maintenant j'y vais un peu franchement, même si au début j'évitais de poser cette question franchement. Maintenant je dis voilà, je vais vous poser des questions bizarres et parfois l'accompagnant découvre que la personne voit des animaux dans la cuisine alors qu'il n'en a jamais parlé. Ensuite, la deuxième chose, c'est effectivement, en tout cas en France, la formation en psychiatrie, et je laisserai mes collègues psychiatres qui ne sont probablement pas représentatifs des psychiatres de toute la France parler, mais je pense qu'elle n'est pas suffisamment axée sur les maladies neurodégénératives. Et nous, on voit très bien avec certains psychiatres cette espèce de ping-pong qu'on a. Non, c'est pas psychiatrique. Oui, c'est pas psychiatrique, mais il y a quand même des symptômes psychiatriques, etc. Et ensuite, pour les freins derrière les réponses qui ont été données, c'est difficile puisqu'il faut respecter la réglementation RGPD sur la confidentialité. Donc, on peut difficilement poser des questions. Et dans les cohortes recherche, ce sont des facteurs qui sont très difficiles à savoir. Est-ce que les symptômes n'ont pas été remarqués ? Est-ce qu'ils ont été cachés par la personne ? Est-ce qu'ils ont été banalisés par l'entourage ? Est-ce que le médecin traitant a considéré qu'il n'y avait rien à faire ? Est-ce que les psychiatres ont considéré... Il y a tellement de facteurs que je pense que c'est difficile d'avoir une étude qui permet de couvrir tous ces facteurs et d'en tirer des véritables conclusions pour avoir des vraies cibles de levée d'obstacles. Je vous remercie pour la réponse. Et si je peux me permettre, j'ai un peu une deuxième question qui est comparable à la première. C'est
c'est que ça reste des maladies qui sont évolutives. Alors on peut discuter du caractère dégénératif ou pas, mais ça reste des maladies évolutives avec des symptômes qui arrivent progressivement et pas forcément tous en même temps ou dans le même ordre. Et il arrive quand même très régulièrement de poser un diagnostic relativement vague. Dans votre camembert tout à l'heure, il y avait syndrome parkinsonien atypique. C'est un terme valise. Et finalement, je pense que neurologues, on l'utilise tous un petit peu à un moment donné en disant il y a un syndrome parkinsonien avec des atypies, mais pour autant ça rentre pas dans une case. Et on raffine les choses. Et je suis pas sûre que ce soit faire une erreur diagnostique ou un délai diagnostic excessif que de faire preuve de prudence au début et évidemment en précisant ouvertement aux patients que on sera peut-être amené à raffiner les choses ultérieurement en fonction de l'évolution de la maladie. Oui, je suis complètement d'accord. J'ai été neurologue en ville, je vois très bien comment ça se passe et je vous remercie de cette remarque. Et ça, je pense que c'est important pour tous les non-professionnels ici. Effectivement, quand les symptômes et quand le tableau clinique n'est pas complet, ça peut être difficile de faire rentrer le diagnostic dans une case quelle qu'elle soit. Et le fait de prendre des termes larges ou des expressions comme syndrome parkinsonien atypique assez large permet de ne pas se tromper, mais de ne pas être dans les deux sens. C'est-à-dire que ça permet quand même de dire vous avez quelque chose et aujourd'hui ça n'est pas suffisamment précis pour qu'on puisse vous donner le nom de la maladie. Ça nous arrive à tous, centre expert ou pas centre expert. Alors, nous passons maintenant aux questions. Est-ce qu'il y aurait dans la salle oui. Juste là. Bonjour, Catherine Vautrin, je suis ancienne aidante et bénévole à la DEMCL. Je vous félicite pour votre intervention et j'aurais aimé tomber sur un généraliste comme vous. Parce que, voilà, vous êtes une exception. Merci. Vous prenez le temps et vous écoutez les malades et leurs aidants. Et comme Michel le disait, professeur Frédéric Blanc aussi prend les aidants à part et c'est très important de les écouter. Parce que le malade masque ses symptômes. Voilà. Je voulais savoir aussi, sur les tests mémoire, je pense qu'ils sont plus adaptés à Alzheimer et que pour la maladie à corps de Lévy, le résultat n'est pas probant. Et qu'est-ce qu'a donné le résultat du test de l'horloge ? Voilà. Alors je vous avoue, je ne sais plus, je l'ai pas marqué, je suis incapable de vous le dire, mais en fait je mettais un petit peu ce que je vais faire de façon assez stéréotypée quand il y a une plainte mnésique ou des choses comme ça, le type de consultation que je vais faire, mais je suis tout à fait d'accord qu'en général en fait les tests ils sont plutôt bons et en fait voilà, enfin ça rentre pas du tout dans la même catégorie que la maladie d'Alzheimer où ils vont être dégradés, mais là on a souvent des tests et c'est pour ça que le MoCA avec les choses visio-spatiales, souvent ça va être un peu plus sensible que le MMS et les autres tests. Bonjour, Sabine d'Assonville. Je suis une ancienne aidante et bénévole à l'association. Ma question, une chose que je n'ai pas compris, c'est qu'est-ce que c'est que la psychoéducation ? Qu'est-ce qu'on met dedans ? En fait, c'est des séances que le neuropsychologue ou la neuropsychologue fait auprès de l'aidant pour lui apprendre la maladie, à réagir en fonction de certains conflits qui peuvent apparaître avec le malade. Voilà, c'est essayer d'éviter certaines situations problématiques que vous avez dû rencontrer. Voilà, en fait c'est ça la psychoéducation, c'est d'essayer d'apprendre aux aidants la maladie et comment réagir dans des situations compliquées ou conflictuelles. Une autre question au milieu. Et le micro est... Merci pour l'exposé. J'ai aussi une question de quelqu'un qui ne fait pas partie du milieu médical. Je ne sais pas ce que c'est que la téléexpertise. Et je n'ai pas bien compris comment ça se passait.
En fait, alors la téléexpertise, c'est donc une expertise d'un médecin spécialiste sur dossier. Donc le médecin généraliste fait les examens. En fait, comment se passe dans le parcours de soins, dans le parcours diagnostique de PASCOG, il y a ce qu'on appelle une consultation initiale dédiée, qui est une consultation qui est considérée comme durée longtemps et qui est valorisée. Pendant cette consultation, le médecin généraliste fait des tests neuropsychologiques. Ensuite, il demande un examen complémentaire. En général, c'est une imagerie, scanner ou IRM, et puis un bilan biologique. Et tous ces éléments, il les pose sur un site. En l'occurrence, là, c'était OmniDoc. Et donc, ensuite, ces éléments sont expertisés par un médecin qui donne son avis sur le diagnostic. Voilà. C'était l'expertise parce qu'en fait, le médecin ne voit pas le malade. Une autre question? Oui, allez-y, monsieur. Oui, Jacques Sandret, je suis bénévole à l'association de MCL et aidant. Je reviendrai sur la remarque que vous avez faite sur la notion qu'au début, effectivement, lorsque la maladie juste débute, nous ne sommes pas aidants. Parce qu'en fait, on accompagne notre proche. On sait que cette personne est malade. On continue à vivre, en gros, de la même manière. Donc, on ne prend pas conscience, effectivement, des difficultés qui viendront plus tard. Oui, c'est ce qu'on suppose, parce que c'est vrai qu'on s'attendait à ce qu'il y ait plus de demandes, et en fait, la demande n'était pas aussi importante que ce qu'on pensait, et c'était parce que c'était le début, probablement. Bonjour, et merci pour cet exposé passionnant. Alors, sur les stratégies de dépistage précoce, en fait, j'ai une question que je me pose suite au parcours de mon père et de plusieurs personnes qui ont été diagnostiquées tardivement. Dans le cas de mon père, simplement parce qu'il y avait sûrement très peu de signes pendant plusieurs années. Et du coup, je ne sais plus vraiment quel âge il avait, en tout cas aux alentours de 74 ans. Quand ça a déboulé tout d'un coup, tous les symptômes à la fois pratiquement, et en 2 ans, il se retrouvait quasiment invalide, avec des symptômes débordants. Mais je me dis que jusqu'à 74 ans, il a vécu normalement. Il a continué à faire du sport, à s'occuper de sa petite fille. Bon, il était retraité, évidemment. Il avait une activité cognitive importante. Enfin, donc il a dû se passer des choses dans les 2 années précédant l'explosion des symptômes qu'il nous a cachés ou que ma mère n'a pas voulu voir. Mais voilà, je me pose cette question par rapport à tout ce qu'on fait pour avoir... et je comprends pourquoi il y a besoin d'un dépistage précoce pour les soins. Mais est-ce qu'on laisse le choix, en fait, aux gens ? Vous voulez dire savoir de l'intérêt du dépistage précoce, que vous doutez de l'intérêt de ce dépistage ? Non, je ne doute pas de son intérêt. Je comprends l'intérêt pour pouvoir développer des soins, en fait. Des soins qui aillent vers la guérison ou simplement vers une vie quasiment normale pour des gens qui sont touchés très jeunes. Mais est-ce que la question du choix se pose ? Le choix du malade ? Oui. Ah bah oui, c'est clair que oui. Quand on fait des tests, enfin moi en tout cas, en ce qui me concerne, quand je fais des tests, je demande toujours aux gens s'ils sont d'accord que je les fasse. S'ils ne sont pas d'accord, on ne les fait pas. Après, dans la maladie à corps de Lévy, je pense que c'est particulièrement important de diagnostiquer précocement parce qu'on sait très bien qu'il y a des médicaments qui aggravent les symptômes. Même si les symptômes ne sont pas très importants, des fois il suffit d'un traitement qui est inadapté et ça aggrave fortement la symptomatologie. Donc, particulièrement dans cette maladie, le diagnostic précoce me paraît important et c'est paradoxal parce que c'est très difficile en fait, parfois plus difficile que pour une maladie d'Alzheimer. Donc voilà. Mais oui, on demande toujours. Moi, en ce qui me concerne, je demande toujours l'accord des gens pour faire les tests, c'est sûr. Bonjour, je suis aidante et bénévole de l'association depuis peu. J'ai cru comprendre que vous aviez bon espoir pour que PASCOG soit généralisé sur tout le territoire français. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, si jamais ça se faisait,
techniquement, comment vous pensez le généraliser sur tout le territoire ? Merci pour cette question. C'est pas très sympa parce que, en fait, on n'en sait rien. Le problème de cette expérimentation et de l'article 51, c'est que, en fait, le ministère va décider ce qu'il veut. Et ça ne va pas être forcément de la façon... Enfin, nous, on a imaginé une généralisation, mais en fait, si ça se trouve, ce ne sera pas du tout ça qui va être fait. Et notre avis, à partir du moment où l'expérimentation est finie, ne compte plus. Voilà, l'administration française, dans toute sa splendeur. Et donc, du coup, on ne sait pas très bien. On ne sait pas très bien. On espère que ce ne sera pas trop lourd, qu'il ne faudra pas faire trop de... Enfin, j'espère que... Dans l'idéal, ce serait, par exemple, que le bilan neuropsychologique qui pose problème, enfin qui est quand même l'élément central du diagnostic, soit juste qu'il y ait une clé qui soit juste remboursée, comme peut l'être à scanner ou une IRM, et que voilà, ce serait assez simple. Mais il y a des chances que ce soit pas comme ça. Il y a des chances que ce soit par des forfaits. Donc il y aura un forfait diagnostic pour diagnostiquer une maladie neurodégénérative. Enfin, mais pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais ouais, on a un peu peur d'être déçus, mais bon, voilà, pour l'instant, on ne sait pas trop. N'hésitez pas à soutenir PASCOG, hein, moi j'ai aucun... c'est-à-dire l'association, et vous-même, vous avez un rôle important. Sachez que nous, médecins, on n'est que très partiellement écoutés au ministère de la Santé. Là, je suis gentil quand je dis ça. Oui, merci professeur pour cette présentation très intéressante. On a des témoignages de malades ou d'aidants d'un symptôme qui n'est pas un symptôme, mais qu'on observe souvent, c'est ce qu'on pourrait appeler l'hypersensibilité du malade. On a le sentiment que le malade, s'il subit une perception un peu négative, un mot de travers de la part d'un proche, d'un aidant ou d'un soignant, une musique un peu forte, une lumière trop forte, il a des réactions qui peuvent conduire à des troubles du comportement, jusqu'à des troubles du comportement qui sont liés à cette hypersensibilité. Ce n'est pas à proprement parler un symptôme, mais est-ce qu'on ne pourrait pas le définir comme une sorte de symptôme, quand même, quelque chose de particulier qui conduit à d'autres symptômes ? Je vous remercie beaucoup de votre question. Effectivement, c'est quelque chose qui est très souvent rappelé dans la maladie à corps de Lévy, mais également dans d'autres formes de maladies neuroévolutives. La difficulté, si vous voulez, c'est pour identifier en fait des limites strictes pour pouvoir dire, pour que tous les auteurs, pour que tous les experts, et puis pour après que dans les classifications internationales des maladies, on puisse dire oui, de manière très ferme, l'hypersensibilité émotionnelle qu'on définit par ça et ça n'est pas ça et ça, va être une forme prodromale et un symptôme à rechercher. Alors pour vous répondre avec une lecture plutôt peut-être un peu plus neuroscientifique, c'est étudié cette hypersensibilité émotionnelle dans le cas des troubles bipolaires parce que ça peut rester en fait un symptôme résiduel. Et effectivement, il y a des hypersensibilités de structure cérébrale, l'amygdale, l'insula, qui peuvent être impliquées dans cette hypersensibilité émotionnelle. Donc l'un des arguments, ce serait de trouver en fait une signature cérébrale de cette hypersensibilité et en fait de la tester. Mais effectivement, en pratique, souvent aux infos qui sont terribles, eh bien, les patients et les aidants vont décrire en fait parfois même des pleurs. Moi, je vous remercie toutes et tous parce que vraiment vos présentations étaient excellentes et je pense qu'elles nous permettent de mieux comprendre la maladie et le parcours. Ce qu'on a constaté à Strasbourg sur une étude toute récente, en regardant la présence de symptômes de maladies à corps de Lévy chez nos patients au CHU Robertso, qui est le CHU dédié à la gériatrie, on s'est rendu compte que 60% en gros des patients hospitalisés ou en EHPAD ou en unité de vie protégée ou comment dire dans des unités
parfois d'hébergement, alors d'hébergement renforcé ou du CC, 60% avaient des symptômes de maladie à corps de Lévy. Alors ça ne veut pas dire qu'ils aient toutes et tous une maladie à corps de Lévy, mais il est très probable qu'au bout du compte, il y ait quand même toujours un fort sous-diagnostic, parce qu'en fait, on est à Strasbourg, mais la plupart de ces patients n'étaient pas diagnostiqués. Donc il se concentre en gériatrie certainement ce type de patient. Votre sentiment, c'est, moi ce que j'aimerais d'abord avoir l'avis du docteur Briand, c'est comment on pourrait améliorer le diagnostic au fur et à mesure. On n'est pas toujours obligé de diagnostiquer très tôt la maladie, mais qu'est-ce qui fait que plus tardivement, quand des patients ont 80, 85 ans, on a tendance peut-être à faire moins le diagnostic, et comment on pourrait améliorer ça du point de vue de la médecine générale? Alors, moi, je pense que le PASCOG, là, d'avoir des choses assez systématisées et qui soient diffusées à tous les médecins généralistes, et que, facilement, on se fasse des consultations dédiées avec des questions à poser, en fait. Et je pense que de généraliser cette pratique-là et que tout le monde le fasse, en fait, je pense que ça pourrait permettre de diagnostiquer plus de maladies à corps de Lévy. Après, effectivement, je pense que l'âge avançant, il y a des gens qui vont minimiser aussi leurs symptômes et ne pas vouloir explorer, en fait, en disant que c'est comme ça, c'est l'âge, et que attendre que la perte d'autonomie soit vraiment importante, en fait, pour aller demander plus d'examens complémentaires et aller chercher des réponses, quoi, je pense. Oui, donc il y a des possibilités, si le ministère veut bien nous donner le PASCOG. Pour faciliter le diagnostic en médecine générale. Il y a la peur, donc c'est ce que je comprends, et donc peut-être du déni un peu globalement. Le fait aussi que ça ressemble peut-être à du vieillissement normal, hein, je crois qu'il faut le dire. Hein. Oui, puis en fait, ce que je trouve aussi, c'est que les symptômes sont pas toujours évidents à extraire, en fait. C'est-à-dire que on va se dire que, quand je parlais par exemple des signes végétatifs ou des choses, et ce qu'on avait dans la présentation aussi, c'est qu'on a plein de iatrogénies, en fait. C'est-à-dire que les patients ont déjà des antécédents, ont déjà des traitements, donc peuvent avoir des symptômes qui sont liés aux effets secondaires de leur traitement, ont des symptômes qui sont liés à leurs antécédents, et que c'est parfois difficile, en fait, d'extraire tout ça. Et de poser un diagnostic en plus, quoi. Et alors, sur le parcours psychiatrique de ces patients, messieurs, est-ce qu'il y aurait un moyen parce que là, l'étude qui a été faite par la 2MCL et par l'équipe du professeur Paquet, elle est quand même assez éloquente. Hein, 70% des patients qui ont des symptômes psychiatriques. D'ailleurs, Claire, tu nous as pas dit, mais est-ce que c'est ces patients-là qui sont diagnostiqués plus tardivement ou pas croiser, vous pouvez pas croiser les données. C'est vraiment très descriptif et autodéclaratif. On peut pas croiser. Mais comment on pourrait améliorer les choses dans le champ de la psychiatrie ? Alors, l'étude que vous avez conduite, elle est vraiment intéressante parce qu'elle nous rappelle que les modes d'entrée psychiatrique et surtout dépressifs sont très fréquents. Pour autant, il faut bien garder à l'esprit que la prévalence de la dépression vie entière en population générale, c'est 25%. C'est-à-dire qu'une personne sur 4 dans sa vie fera un épisode dépressif et que la majorité de ces personnes n'auront pas de maladie à corps de Lévy. Donc, il faudrait essayer de déterminer des caractéristiques cliniques un peu plus spécifiques de la dépression associée à la maladie à corps de Lévy. Il en existe probablement. Alors bien sûr, on peut aller rechercher les signes cardinaux de la maladie à corps de Lévy, mais on n'arrive pas toujours à les détecter dans un contexte de dépression, notamment quand la dépression est sévère. L'impression que j'ai, moi, dans ma pratique, mais qui est un peu biaisée, c'est-à-dire que c'est une pratique essentiellement hospitalière avec des patients hospitalisés, c'est que très souvent, dans la maladie à corps de Lévy, on va avoir des symptômes dépressifs sévères qui, parfois, se rapprochent de dépression mélancolique, comme celles qui sont décrites historiquement, et avec parfois également ce qu'on appelle le syndrome de Cotard. Le syndrome de Cotard, c'est un tempo un peu bizarre où la personne va avoir l'impression qu'il y a un dysfonctionnement des organes, que le corps ne fonctionne pas comme avant. Et c'est pas tellement étonnant, parce que dans la maladie à corps de Lévy, on a souvent une atteinte de l'insula, et l'insula, c'est la structure du cerveau qui est impliquée dans l'entéroception, donc la perception des messages en provenance du corps. Et donc ces messages en provenance du corps sont biaisés, et pour peu qu'il y ait des idées dépressives associées, il peut y avoir des interprétations délirantes qui donnent des tableaux de dépression extrêmement sévères. Donc ça pourrait être un mode d'entrée psychiatrique sévère dans la maladie à corps de Lévy. Et j'imagine qu'il y a bien d'autres modes d'entrée possibles. Et donc à travers l'enquête qui a été menée, il serait peut-être intéressant de la compléter avec des questionnaires qui permettraient de mieux décrire les symptômes associés à la dépression, ce qui nous aiderait peut-être a posteriori à avoir des éléments de détection un peu plus fins
pour repérer ces dépressions caractéristiques de la maladie à corps de Lévy. Simplement pour témoigner que, en fait, alors, la psychiatrie ne reste pas les bras tendus, hein, donc typiquement, on a essayé ici à Rennes de proposer au ministère un parcours, exactement la même chose, un parcours de psychiatrie de la personne âgée, couplé en collaboration avec les gériatres, les neurologues, avec des équipes qui se déplacent et puis des hôpitaux de jour qui permettent en fait de faire des évaluations et de lutter contre les inégalités sociales de santé. Mais bon, on n'a pas été retenus, nous, donc je vous souhaite plus de chance. Mais quand même un petit message, si je peux prendre mes 10 secondes un peu militantes. Aujourd'hui, en France, l'urgence en psychiatrie, c'est pas les personnes de 60 ans, c'est les ados et les jeunes. Et il y a des besoins énormes. Hein, il ne s'agit pas de déshabiller Paul pour habiller Jacques. Hein, voilà, donc il y a des besoins des ados. Mais quand on envoie un dossier de psychiatrie de la personne âgée au ministère, on n'est pas traité prioritairement, quoi. Donc ça, il faut quand même que vous le sachiez. Et je rejoins ce qu'a dit le professeur Blanc tout à l'heure. Vous êtes très écoutés et vous êtes très important au ministère. Donc si vous voulez plus de solutions pour sensibiliser ou pour former, ou etc., eh bien, n'hésitez pas à vous mobiliser puisque vous êtes très écoutés. Merci. Alors, il y avait peut-être des commentaires dans la salle ou sur le parcours. Moi, du point de vue des neurologues, donc il y avait des commentaires d'une collègue qui disait ce syndrome parkinsonien atypique, ou alors finalement tout un tas de difficultés quand même, hein, parce que c'est pas simple de faire un diagnostic de maladie à corps de Lévy qui qu'on soit, et y compris pour le neurologue. Toi, ton point de vue, comment on pourrait améliorer les choses dans le parcours avec le lien avec la médecine générale, la psychiatrie, les gériatres? Est-ce que tu vois du point de vue neurologique quelque chose qui pourrait finalement nous faire progresser? Merci pour ta question. Merci. Écoute, moi je trouve, je suis souvent confronté au fait des problèmes d'intolérance des psychotropes, qui est quand même un problème majeur. Et donc, je pense que sur ce plan, je pense qu'il faudrait pouvoir travailler là-dessus, parce que on rencontre quand même beaucoup de malades quand on finit par faire le diagnostic. Une fois on voit bien qu'il y a eu des problèmes avec certains psychotropes avant, et que ça a été un peu laissé. Enfin, avant, on dit ouais, ok, c'est le traitement, mais ça n'a pas été analysé de façon suffisamment poussée, je pense, pour se dire peut-être qu'il y avait quelque chose par la suite. Là, comme ça, ce qui me vient à l'esprit, comme ça, c'est ça. Après. Oui, il y a beaucoup de patients qui ont des difficultés liées aux médicaments et qui tolèrent très mal, et on ne sait jamais si on doit les arrêter, les diminuer, les reprendre un jour ou pas. C'est très très difficile, et j'aime bien dire qu'il faut être humble par rapport à la pharmacologie avec la maladie à corps de Lévy. Alors moi mon sentiment quand même, c'est que finalement le point clé, c'est la pluridisciplinarité, si on parle du diagnostic, hein, et je crois que la grande difficulté, c'est de pouvoir bien coordonner la médecine générale, la médecine de ville, qu'elle soit neurologique, psychiatrique ou gériatrique, et puis la médecine hospitalière. On n'est pas très performant, je pense quand même, globalement, hein, je crois qu'il faut le dire. Quand c'est sur une spécialité, c'est plus simple. Voilà, je pense que pour la médecine générale, c'est beaucoup plus simple. Quand un patient qui a une suspicion de schizophrénie, je crois que pour le médecin généraliste, voilà, il peut envoyer directement au psychiatre. Il n'y a pas de doute. Quand le patient a une suspicion de sclérose en plaques, il l'envoie chez le neurologue, et c'est assez simple. Et puis quand le patient est très âgé et que comment dire, il vient de faire un déficit moteur, il l'envoie chez le neurologue ou chez le gériatre, et c'est assez simple. Par contre là, c'est assez flou en fait. C'est assez flou, et je pense que, moi j'ai pas de réponse, mais je pense qu'il faudrait qu'on repense ça pour la maladie à corps de Lévy. C'est comment finalement faciliter le parcours, et moi j'ai l'habitude de dire il faut qu'il y ait au minimum un médecin généraliste et un médecin spécialiste, peu importe lequel, mais il faut cette dualité pour le diagnostic.
Mais au bout du compte, c'est pas très optimal et ça fonctionne pas toujours très bien. La preuve en est, c'est que les témoignages sont quand même assez fréquents encore maintenant sur les difficultés de parcours diagnostique. Voilà, donc sans doute une réflexion à mener plus en